Alors, comme on l'a dit en introduction, nous travaillons en Sibérie avec une partie de l'équipe qui est ici depuis 2002. On travaille effectivement dans le nord-est sibérien. Alors, la question que je viens vous traiter aujourd'hui, qui est un séminaire finalement de recherche, c'est de savoir pourquoi nous sommes allés là-bas, si vous voulez. Pourquoi nous sommes allés là-bas et qu'est-ce que nous sommes allés y faire. Pourquoi justement, ça a été dit en introduction, quand on m'a présenté, il est allé un peu partout là-dessus. Donc il est allé en Égypte, en Bolivie, etc. Il s'est pas mal baladé, pourquoi pas la Sibérie, si vous voulez. Et en fait, ce choix était un choix délibéré, d'accord ? Et parce que pour nous, la Sibérie, c'est un laboratoire pour l'étude des peuplements anciens. C'est-à-dire que c'est un endroit où, comme en laboratoire, on va pouvoir contrôler une partie des paramètres qui sont, je dirais, habituellement cachés aux archéologues. Et donc, on va pouvoir contrôler ces paramètres, et contrôlant ces paramètres, en fait, on va pouvoir s'interroger, d'une part, sur les populations sibériennes, mais je dirais que c'est pas finalement, c'est un élément qui est important, mais qui est important pour nos collègues sibériens, pour nos collègues yakoutes, mais qui, ici, pour aujourd'hui, pour vous, n'est pas finalement l'élément le plus important. Et pour nous, si vous voulez, c'est un laboratoire pour nous permettre de dire qu'est-ce que c'est l'archéologie, premièrement, et deuxièmement, qu'est-ce que c'est la biologie appliquée à l'archéologie, et qu'est-ce que ça peut apporter. D'accord ? Et je crois que pour vous, ici, qui êtes en partie des biologistes, c'est qu'est-ce que ça peut apporter. C'est-à-dire qu'on voit sortir quantité d'études actuellement, avec notamment l'ADN ancien qui a été la génétique qui nous a occupé, c'est la paléogénétique qui nous a occupé ces 18 dernières années. Depuis 2 ans, c'est la paléogénétique qui nous occupe. On voit sortir beaucoup d'études. On se dit, tiens, ça semble une voie d'intérêt, mais en fait, qu'est-ce que ça nous apprend vraiment, si vous voulez ? Qu'est-ce que ça nous apprend vraiment ? Et la question de fond qui est posée, c'est quels sont les échantillons ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que le passé qu'on retrouve en archéologie, que ce soit l'archéologie, ça commence tout de suite. C'est-à-dire, tous ceux qui sont décédés au cours de la nuit font déjà partie de l'archéologie. Ils ne peuvent plus s'exprimer, si vous voulez. Quelqu'un qui est décédé cette nuit, il ne peut plus vous dire s'il se sentait toulousain. Okay. Donc, il ne peut plus vous dire s'il se sentait toulousain, donc on n'a plus que ses restes. Donc, c'est pour ça qu'on est un labo qui est très proche d'identification médico-légale. Donc, même sur la longue durée ou sur la très courte durée, finalement, qu'est-ce que c'est s'intéresser au passé et que nous livre le passé ? Et c'est un peu, si vous voulez, là-dessus qu'on s'est intéressé à la Sibérie. Alors, on s'est intéressé à la Sibérie, pourquoi ? Vous allez le voir, parce que c'est très bien conservé. C'est très bien conservé. Nous avons actuellement fouillé environ 160 tombes dans 140 tombes gelées. Alors, si vous vous intéressez un peu à l'archéologie, et que vous allez visiter des chantiers de fouilles à droite, à gauche, même en Égypte, la plupart du temps, ce qu'on appelle les momies en Égypte, ce sont des squelettes qui sont enterrés de peau, si vous voulez. Tandis qu'en Sibérie, les corps gelés, ce sont des cadavres qu'on peut, pour certains, disséquer et retrouver en partie les organes. D'accord ? Donc on a beaucoup de choses. On a tout l'habillement. En dehors du fait qu'on ait l'habillement, on a toutes les structures funéraires. On a des données historiques. On a des données ethnologiques. Et on a même quelques données biologiques. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, voire même au XVIIe, XVIIIe, les gens ont décrit un peu les épidémies. Et la période qui nous intéresse, c'est une période qui est une période assez récente, qui va aller de l'arrivée des Yakoutes au XIIIe siècle jusqu'à l'heure actuelle, avec plusieurs chocs, je dirais, pour ces populations. Premièrement, il y a les Yakoutes qui sont des populations qui arrivent du sud, vont arriver en Yakoutie, je vais vous le présenter. Alors, savoir comment ils sont arrivés, c'est un vaste débat. C'était des gens qui, de toute façon, venaient du sud. Et ces Yakoutes, ils vont devoir s'adapter à un climat, ils vont devoir s'adapter avec leurs chevaux, par exemple. On sait aussi qu'ils ont amené des moutons. Les moutons ne sont pas adaptés, ils sont morts. D'accord ? Donc, il y en a qui se sont adaptés, d'autres qui ne se sont pas adaptés à ce climat où il fait, à Omiakon, moins 70 degrés l'hiver, moins 60 degrés, pendant 2 mois, avec les chevaux qui vivent dehors, si vous voulez, des gens qui les nourrissent, etc. On va revenir là-dessus. Donc, ils ont dû arriver en Sibérie. Une fois qu'ils ont été en Sibérie,
Ils s'y sont implantés. On a une formidable expansion démographique. La question qui se pose, c'est pourquoi y a-t-il eu cette expansion démographique? Pourquoi ces contrées que nous considérons comme extrêmes, le extrême, c'est nous. Pour les Yakoutes, ce n'est pas extrême. C'est comme ils disent, c'est normal. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui est extrême, c'est quelque chose qui est normal pour eux. Mais pourquoi y a-t-il eu cette fantastique explosion démographique en Yakoutie, en gros, entre le 14e, 15e et 17e siècle? 17e siècle, vous avez l'arrivée des Européens. Cette arrivée des Européens provoque un choc épidémiologique majeur. Nous avons enregistré en Yakoutie la plus grande épidémie de tuberculose de l'histoire de l'humanité qui ait jamais été décrite. D'accord? Donc ils vont résister, si vous voulez, à cette... il y en a beaucoup qui vont décéder, mais il y en a qui vont résister, et ils vont même continuer à croître. Et ensuite, vous avez un autre choc épidémiologique majeur, changement majeur, écologique, qui est le changement actuel. Et sur le changement actuel, nous ne fouillons pas des tombes, évidemment, mais nous étudions les populations contemporaines avec leur santé. Alors, au milieu, il y a eu effectivement d'autres événements. Il y a eu d'autres événements, notamment culturels. Vous avez eu la christianisation, vers 1860, qui était terminée. À peine cette christianisation était terminée, vous avez eu l'arrivée du communisme, avec, dans les périodes 1920, qui a changé l'organisation de ces structures. Et ensuite, vous avez eu la Seconde Guerre mondiale, avec une grande partie de la population masculine qui est morte au front à Stalingrad. Donc on a, si vous voulez, un cadre sur lequel je vais revenir. Et nous, dans ce cadre, qu'est-ce qu'on fait? On va fouiller des tombes. D'accord? On va fouiller des tombes, on va les regarder, et on va se dire, tout ce que nos collègues, en gros, sortent sur ce qu'on appelle aujourd'hui la global synthesis. Si vous voulez, les Anglais sont très intéressés par tous ces phénomènes de global synthesis. Comment les populations se sont mises en place dans le monde. Et on nous raconte beaucoup d'histoires sur l'arrivée des premiers agriculteurs, etc. Nous, ce sont des moments où on a énormément de données manquantes, si vous voulez. Quand on a toutes les données, ou supposées toutes, est-ce qu'on peut faire de la global synthesis? Et c'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui, avec d'une part, effectivement, ces questions qui intéressent, sur lesquelles je me focaliserai, qui intéressent quand même pas mal la biologie. Alors, quelques remerciements avant de commencer, si vous voulez. Si nous sommes, je vous passerai une carte, on est dans le nord-est sibérien, mais c'est vrai que nous sommes très soutenus dans nos programmes par le ministère des Affaires étrangères français et l'Institut Paul-Émile Victor. Et du côté Yakoute, nous sommes énormément soutenus par nos collègues de l'université d'Yakout. La question qui se pose, c'est effectivement cette question de la synthèse globale, si vous voulez. La synthèse globale, qu'est-ce que c'est? C'est cette idée qu'à l'heure actuelle, en étudiant les populations du passé, en étudiant les populations du présent, en ayant, comme vous le dites, une approche pluridisciplinaire, eh bien, on pourrait essayer de comprendre comment les populations se sont mises en place à la surface de la Terre. Et pour vous donner une idée, l'évolution humaine en 2 ans, elle a complètement changé. Tout ce que vous avez comme bouquin qui a moins de... Il n'y a aucun bouquin qui est sorti, mais de toute façon, les bouquins précédents, vous pouvez les jeter, les articles aussi, c'est fini. D'accord? Tout a totalement changé. Il y a quand même 4 ans, je mangeais à l'université avec Paul Sabatier, avec un collègue qui pensait s'y connaître, et qui me disait... Je me demande un peu ce que tu as encore à faire. L'histoire de l'homme moderne, elle est connue, il sort d'Afrique, il y a à peu près 200 000 ans, il se répand à la surface du globe, et puis ensuite, on a des populations qui commencent à grandir, notamment il y a 12 000 ans, qui sont des agriculteurs, et qui eux-mêmes vont reconquérir un peu ces morceaux de planète qui étaient occupés par des chasseurs-cueilleurs. Tout est connu. Tout ça a complètement explosé. Ça a complètement explosé, et ça a complètement explosé à cause de quoi? Ça a complètement explosé à cause de la génomique. La génomique des populations du passé nous a montré que tous nos scénarios étaient faux. D'accord? Tous nos scénarios étaient faux. Il suffit de regarder Nature et Science ces 2 dernières années, et vous tapez Néandertal, et vous verrez par exemple que Néandertal, on pensait qu'il ne s'était jamais croisé avec l'homme moderne, il s'est croisé. On pensait qu'il s'était croisé il y a 40 000 ans, tout montre qu'il s'est croisé il y a plus de 50 000 ans. Donc ça, c'est rien qu'un élément. Mais on pense qu'il y avait d'autres espèces qui se sont croisées avec l'espèce humaine. En fait, il y en a une autre qui est démontrée, qui est Denisova. Il y en a 3 autres qui sont soupçonnées. Donc tout a changé. Et ce qui fait que la global synthesis,
cette idée de faire un élément, ben, les gens se disent, mais finalement, on a été quelque part, si la génomique démontre ça, c'est que derrière, on a été abusé quelque part. Vous voyez, quand on a été abusé, on se dit, la génomique démontre que les Néandertaliens et les hommes modernes se sont croisés il y a 50 000 ans. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait aucune donnée archéologique qui le démontre? D'accord? S'il n'y a aucune donnée archéologique qui le démontre, c'est pourquoi? C'est que peut-être une partie des données archéologiques se sont perdues, si vous voulez, ou qu'on les a mal lues, d'accord? Mais qu'une partie se sont perdues ou pas. Et donc, cette global synthesis, c'est comme ces aurores boréales qu'on peut voir en été, si vous voulez, ça bouge, etc. et autres, et on a du mal à les saisir. Alors la question qui se pose, c'est sur un laps de temps très court, sur 3 siècles, quand on a tout, est-ce qu'on le saisit? Et quels sont les éléments? Alors, la Yakoutie où c'est, vous avez ces éléments, là, ces deux étoiles. On a fouillé dans plusieurs endroits en Yakoutie sur lesquels je vais revenir. Pardon. Pourquoi donc on a fouillé... excusez-moi. Voilà. On a fouillé en Yakoutie centrale, qui est la flèche du bas, qui se situe sur la Léna. Et ensuite, on est allé beaucoup plus vers le nord et le nord-est, notamment dans les monts de Verkhoyansk. Et actuellement, donc les monts de Verkhoyansk, c'est en plein sous l'étoile, la grosse. Et actuellement, on est un peu à droite de ces monts de Verkhoyansk, sur l'Indigirka. Donc pourquoi nous avons étudié cette région? Vous voyez qu'il peut être une région un peu paradisiaque en été, avec vous avez ce que vous avez là au bord d'une rivière, ce tas de bois, c'est en fait une tombe du XVIIIe siècle. D'accord? Eh bien, c'est un endroit, c'est ce que je dis, qui est parfait pour comparer les données archéologiques, c'est-à-dire ce qu'on va fouiller. Vous avez vu qu'il n'y a pas de problème pour repérer une tombe du XVIIIe siècle. Elle est là, d'accord? Pour comparer des données historiques et ethnologiques, et évidemment pour comparer des données génétiques. Alors, quelques mots sur la Yakoutie, ce qu'on appelle justement, ce que nos collègues anglophones auraient un peu expliqué le contexte global. Eh bien, la Yakoutie, c'est une photo qui a été prise en Yakoutie par Patrice Gérard, qui est ici dans la salle. Et ce n'est pas un cow-boy de western, si vous voulez. C'est un cow-boy yakoute. Okay, c'est-à-dire que la Yakoutie, à Yakout, s'il fait moins 50 degrés la journée pendant 2 mois, janvier-février, d'une façon générale. À Omiakon, où nous sommes, ce pôle mondial du froid, moins 72 degrés déduit, mais enfin, d'une façon générale, les gens, il fait moins 60 degrés pendant... là, au moins 2 mois l'hiver, si vous voulez, et vous avez des gens non seulement qui vivent, mais qui élèvent des chevaux, et ces chevaux restent dehors pendant l'hiver, et il y a simplement les vaches qu'on fait rentrer. Okay, et ces gens, donc, les Yakoutes, parlent une langue qui n'est pas une langue sibérienne, mais qui est une langue d'origine turque, et plus exactement turco-mongole. Alors, les langues d'origine turque et turco-mongole, on voit à peu près où est la Turquie, ça n'a rien à voir avec nos discussions, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la langue turque, les Turcs, c'était des populations qui nomadisaient en Mongolie, et l'inscription, la plus ancienne inscription en langue turque est sur l'Oron en Mongolie, où il y a une espèce de pierre de rosette de la langue turque, avec plusieurs éléments, et ce sont des tribus qui, à partir du 8e siècle, ont commencé à bouger. Et ces tribus qui ont commencé à bouger sont arrivées pour certaines jusqu'en Turquie, où elles ont pris le pouvoir politique et ont imposé leur langue. Actuellement, les Turcs, entre guillemets, ce seraient des Anatoliens à qui on a imposé la langue turque d'un point de vue politique. C'est un exemple qui est souvent donné, comment on acquiert une langue. Nous avons acquis, on parle français parce que, justement, on a eu les Romains qui sont venus, mais ça s'est mélangé avec nous. D'accord ? C'était un mélange de latin et en gros de gaulois, mais ça a été adopté par tout le monde, il n'y a pas eu de pouvoir central, tandis que le turc, c'est une langue, c'est le pouvoir central qui à l'époque, au 8e, 9e siècle, l'a imposé. Et donc ces Turcs, ces populations ont migré, et à mesure qu'elles migraient, on en retrouve beaucoup en Asie centrale, et à mesure qu'elles migraient, si vous voulez, il y en a certaines qui se sont mélangées à des populations mongoles, et il y en a certaines qui sont remontées. On reviendra là-dessus, si vous voulez, comment elles ont pu remonter, etc., qui sont remontées vers le nord, certainement en suivant la Léna. Et par ailleurs, ces Yakoutes, c'est un îlot qui est entouré d'éleveurs de rennes,
qui, eux, parlent des langues d'origine sibérienne. Ces éleveurs de rennes, pour ceux d'entre vous qui les connaissent, c'est ce qu'on appelle les Evenks et les Even, mais qui, en gros, étaient repris par les Yakoutes anciennement sous le nom de Tungus. Donc une population un peu comme si on allait étudier une île, si vous voulez, une île avec des gens qui parlent une autre langue et qui parlent un mode de vie qui est totalement différent. Le contexte écologique, c'est la Yakoutie centrale, c'est ce qu'on appelle le pays des Alas. Alors les Alas, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lacs thermokarstiques. J'ai presque honte de prononcer ce mot à l'Observatoire Midi-Pyrénées où il y a avoir quantité de spécialistes du permafrost, de lacs, etc. Ce sont des petits lacs thermokarstiques et en fait la Yakoutie, elle n'a pas été choisie par hasard, si vous voulez. Les gens ne sont pas arrivés là en se disant tiens on va s'implanter en Yakoutie. Ça devait être connu de longue date, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a des gravures rupestres qui montrent qu'il y a des bateaux qui arrivaient anciennement. Et c'est la Sibérie, en gros, alors c'est en gros du gros pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent, je veux dire pas pour ceux qui connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, si vous voulez, la Sibérie vue d'avion, ce serait à peu près ça. D'accord ? Et puis de temps en temps, on voit un lac. En Yakoutie, des lacs comme ça, il y en a plus que la population. Plus que la population, elle est estimée à 1 million de personnes. Si vous voulez. Donc il y a énormément d'Alas, c'est le pays des Alas. Alors ce sont des lacs thermokarstiques, ça veut dire quoi? C'est qu'en fait le permafrost, qui dans ces endroits fait 1200 à 1700 mètres d'épaisseur, le permafrost, en fait, il dégèle en été, et donc il dégèle dans sa phase qui est dite active, et l'épaisseur dont il dégèle, si vous voulez, ça varie sous des couverts de ce type de environ 15-20 cm, mais ça peut aller sur un versant bien exposé au sud jusqu'à 1,20 m, 1,50 m. Et il y a très peu de neige en hiver, le climat est excessivement continental, ce qui explique que les chevaux peuvent gratter la neige pour trouver l'herbe. Et d'ailleurs, le changement climatique actuel fait que ce changement climatique, en dehors de provoquer, si vous voulez, de nombreuses précipitations en été, augmente les chutes de neige, mais s'il les augmentait de façon quelques centimètres de plus et de façon constante, il n'y a plus de chevaux en Yakoutie. Et donc, ces lacs thermokarstiques, c'est le permafrost qui ne fond pas, c'est le permafrost qui retient l'eau de la neige d'hiver. D'accord ? Et c'est la particularité de la Yakoutie. Or, comme il retient l'eau, et que ça gèle, autour de ces lacs, ça tue les racines des mélèzes. Comme ça tue les racines des mélèzes, ce sont d'excellents endroits où les élans peuvent venir brouter, donc ça augmente naturellement ces clairières, et ensuite l'homme les a agrandis, et le pays des Alas, ça a été cet endroit, si vous voulez, où les Yakoutes se sont implantés, où ils peuvent laisser paître effectivement les chevaux et aussi faire des moissons autour. Donc on a cet endroit qui est très spécifique. Et par ailleurs, la question qui nous intéresse actuellement, après plus de 12 ans de recherche, c'est aller dans des endroits comme Vercoyan, Somniacone, où il n'y a pas ces Alas. Et curieusement, en fait, c'est pas curieusement, on s'aperçoit qu'il y a très peu de sujets qui s'y sont implantés. Et quand ils s'y sont implantés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recherché le pays des Alas. C'est-à-dire qu'il faut rechercher sur les cartes russes ou sur les cartes satellites où est-ce qu'il y a des Alas et prospecter dans ces endroits-là. Parce que c'est là qu'ils sont implantés, notamment au XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, c'est un peu différent. Ils arrivent à s'implanter dans d'autres zones. Le climat, c'est ce que je vous disais, c'est du moins 50 en Yakoutie centrale en hiver pendant 2 mois. D'accord ? Et le contexte, c'est celui que je vous présente ici. Donc, vous avez le lac Baïkal qui est ici. D'accord ? Tungus, c'est-à-dire des éleveurs de rennes, qui est ici. Donc ça, c'est une carte du XVIIe siècle qui a été produite par les Russes. D'accord ? Et donc, quand les Russes arrivent, peu de temps après être arrivés, ils font cette carte et il y a des implantations qui sont notées. Donc là, c'est une carte qui a été, si vous voulez, arrangée d'après ce que disaient les Russes. Et donc, on voit qu'ils s'implantent ici, en Yakoutie, avec la Léna qui arrive. Et ça, ici, c'est le pays des Alas. Donc, ils s'implantent là. Ils sont implantés en Vilouis, ici, et ils seraient implantés aussi dans le bassin de la Yana. Le bassin de la Yana, c'est ce qu'on appelle les monts de Vercoyans. Et donc, nous avons, pendant 12 ans, organisé notre programme de recherche. L'idée, c'était d'aller fouiller dans ces 3 zones où il y avait eu des Yakoutes. Et une fois qu'on avait fouillé pendant 12 ans dans ces 3 zones où il y avait eu des Yakoutes,
on est actuellement sur le bassin de l'Indigirka, où on s'est dit on va aller en périphérie, voir si les Yakoutes y sont arrivés ou pas, et à quelle époque, si vous voulez. Alors, 1632, alors quelques mots sur la Sibérie. La Sibérie, c'est le Far Est. Alors, le Far West, vous connaissez le Far West des westerns. Le Far West, il a fallu 2 siècles pour conquérir le Far West. D'accord ? Il a fallu 2 siècles pour conquérir le Far West, parce que le Far West, il a été conquis avec les excédents démographiques de l'Europe. Vous vous souvenez tous de ces images des gens qui arrivaient à New York, etc. Et donc, ça a été conquis avec les excédents démographiques de New York. Vous avez tous vu ces westerns qui reprennent une partie seulement de la vérité historique, où vous voulez vous installer où ? Ben, l'Ouest s'ouvre à vous, braves gens, allez-y. Le Far Est, ça date de la même époque, mais ça a été totalement différent. Ça a été totalement différent parce que ça a été une entreprise économique voulue par le tsar de façon, bon, c'est un peu plus compliqué si vous voulez dans la pratique, parce que le tsar, il était comme tout le monde, il avait des problèmes économiques, et donc il fallait qu'il s'allie avec le privé. Et ils ont donc décidé, si vous voulez, il y avait une mode qui était celle des fourrures, et donc cette mode des fourrures a poussé de plus en plus les gens vers l'Est. Et le tsar a repris une vieille tradition, qui n'est même pas une tradition russe, si vous voulez, qui était une tradition antérieure, qui existait depuis le XIIIe siècle, qui était de conquérir des pays. Alors ça, c'est la version officielle, si vous voulez, qui était de conquérir des pays, et une fois qu'on avait conquis le pays, d'imposer un impôt aux autochtones, qu'on appelait le yassak, qui était un impôt en fourrure. Et cet impôt en fourrure, ensuite, il était rapatrié à Moscou. Ce qui fait qu'en 60 ans, la Sibérie a été conquise, parce que c'était des motifs économiques, si vous voulez. Et par ailleurs, contrairement à l'Ouest américain, où on voit, si vous voulez, cette progression démographique qui, pour des archéologues, ou pour, je dirais à l'heure actuelle, sans rentrer dans la question du contact des Indiens et des Européens, arrive en fait quasiment à la disparition des populations autochtones. Là, c'était quand même des petits groupes qui devaient mettre les populations qu'elles rencontraient sous leur contrôle. Alors cette idée, on reviendra à la fin, cette idée, si vous voulez, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une population que vous rencontrez, que vous mettez sous vos contrôles, est en fait quelque chose qui est assez difficile à comprendre dans la pratique et qui est certainement à l'origine de ce qu'on retrouve en archéologie. Alors, on a beaucoup de données historiques. Alors, les données historiques qu'on a sont évidemment des données, ça aussi c'est un élément important, mais qui sont des données russes. D'accord ? Ce sont des données russes. Et alors les voies de pénétration, vous avez en bleu là toutes les voies de pénétration. Les voies de pénétration, elles sont connues. Ce sont les grands fleuves sibériens. Les grands fleuves sibériens, ce sont l'hiver, à l'heure actuelle, ça reste la même chose, des autoroutes, d'accord, qui font 2 ou 3 km de large. Et à partir de novembre, les voitures peuvent y rouler. Et en hiver, ce sont les bateaux qui peuvent les descendre. Mais ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que même au XIIIe siècle de notre ère, sur le Yenisei, qui est beaucoup plus vers ici, d'accord, au XIIIe siècle de notre ère, il y avait des populations d'Asie centrale qui partaient à cheval négocier des fourrures avec des peuples chasseurs de l'Arctique et qui revenaient. En fait, ils descendaient les fleuves sur la glace. Donc, c'est les voies de communication, c'est ça. Les données autochtones, il y a une très forte identité culturelle en Yakoutie, c'est-à-dire que lorsque nous sommes arrivés, nous avons une Yakoute dans la salle ici, donc elle peut rigoler, mais quand nous sommes arrivés en Yakoutie, si vous voulez, on pouvait penser que la Yakoutie, pour des gens qui arrivaient en Yakoutie en 2002, d'accord, juste 11 ans après la disparition de l'URSS, on était dans un empire, quand même, les Russes avaient donné l'idée d'un empire totalement unifié. D'accord ? Et ce qui a été très surprenant pour nous, c'était de voir que dans les villages, une partie de la population ne comprenait pas forcément le russe. D'accord ? Et que les gens continuaient à parler le yakoute. Donc on était loin, si vous voulez, d'un empire finalement totalement unifié. Et les populations ont gardé nombre de leurs traditions autochtones. Et par exemple, l'idée de planter un sergueï, qui est un mât pour le solstice d'été, le 21 juin, est quelque chose qui est très ancien. Et ça continue d'être fait. Et alors les Yakoutes ont eu cette faculté prodigieuse d'adaptation. Je
Je suis très content de projeter cette diapo ici aujourd'hui à l'Observatoire Midi-Pyrénées, puisque là, vous avez le Sergueï 1963 avec l'envoi du premier Spoutnik, si vous voulez. Il suffisait de s'adapter au pouvoir en place suivant un élément bien connu. Vous avez d'autres traditions qui, elles, sont plus anciennes. Par exemple, quand l'envoyé Carpin, qui était l'envoyé de Saint-Louis à la cour de Gengis Khan, vous savez, Gengis Khan c'est en Mongolie, et Saint-Louis, on ne rêvait que d'une seule chose, c'est que Saint-Louis était parti au XIIIe siècle à la croisade, et il rêvait que d'une seule chose, c'était de faire prendre les musulmans en arrière par les Mongols. D'accord ? Donc il a envoyé quelqu'un de Paris qui est parti, Guillaume Carpin, et qui est allé en Mongolie, et ce qui est absolument génial, qui a tenu un journal qui reste une grande source d'information. Et Guillaume Carpin décrit toutes les traditions de ces peuples d'Asie centrale, population turque, comme les Yakoutes, et notamment tous les massacres de chevaux qui sont faits lors du décès des sujets. Ça a été encore décrit au XVIIIe siècle et XIXe siècle en Asie centrale, mais ensuite ça a complètement disparu, mais ça persiste dans certains cas en Yakoutie, et vous avez à côté des tombes, dans certains cas, toujours des sacrifices de chevaux qui sont faits, qui aujourd'hui sont attachés à côté des tombes avec du fil de fer barbelé, en profitant des moyens actuels, mais vous avez des traditions fort anciennes qui persistent. Ensuite, le chamanisme. Le chamanisme a disparu sous l'époque soviétique, il est en train de renaître sous forme de néo-chamanisme, mais il est encore très présent dans les campagnes, et notamment ses traces en sont très présentes, et vous avez encore dans les campagnes ce qu'on appelle un arbre chamanique, qui est un mélèze fourchu. Vous aviez le chaman qui cassait la branche d'un mélèze, il donnait la priorité à deux autres branches, et ensuite il mettait une flèche au milieu. Donc ça poussait, ça devait prendre du temps. Il mettait une flèche au milieu avec la flèche que vous avez ici, qui, suivant sa direction, indique si le sacrifice était fait pour les bons ou les mauvais esprits. D'accord ? Donc un paysage qui est encore très structuré par le chamanisme. Cet été, par exemple, on a pu retrouver des tombes grâce à un indicateur local et qui indiquait les 13 arbres chamaniques qui entouraient la terre des aïeuls que nous avons fouillé par ailleurs. Donc un paysage qui reste très structuré. Les tombes sont relativement bien préservées, alors pas toutes, parce que les Komsomol, qui étaient les jeunesses communistes, en ont brûlé beaucoup dans les années 20, mais donc il faut les rechercher par des prospections, et c'est assez difficile. Mais là, par exemple, vous avez une tombe qui doit dater 1740, 1760, qui est, vous voyez, relativement bien préservée. On peut en étudier l'architecture. Et c'est en plein jour. Alors les éléments, donc on en revient quand même, on vient de passer la grosse partie SHS, vous pouvez respirer. Donc comment ça se présente une tombe ? Ben, l'intérêt, si vous voulez, pour nous, on a par exemple Catherine Thèves, qui est chargée de recherche au CNRS, donc dans l'UMR, qui travaille sur ces éléments. Ici, vous avez un Choron, qui était le pot qu'on présentait notamment dans certains cas aux dieux, enfin aux esprits, et qui là a été déposé dans cette tombe, et vous voyez en fait qu'il est plein de beurre. Okay. Donc c'est-à-dire que si vous vous intéressez, savoir s'il restait des salmonelles dans le beurre, quelle est la composition du beurre, ce que mangeaient les gens, il n'y a pas trop de problème, puisqu'on a un beurre qui est, on n'a pas goûté, mais bon, en tout cas, si vous voulez, les chiens auraient pu le manger. Et donc, vous voyez, les tombes sont relativement bien préservées. Alors, tout n'est pas bien conservé. Par exemple, là, vous avez un pot en écorce de bouleau, avec 3 écorces de bouleau qui montaient. Hop, elles ont glissé sur elles-mêmes. Et vous avez des cadavres qui sont plus ou moins bien conservés, allant du squelette pour les plus anciennes, jusqu'à des éléments qui sont là-dessus. Alors là, vous avez par exemple un arc, des flèches, avec leur carquois. Et vous voyez dans ces flèches, par exemple, ça nous permet d'étudier les types de flèches qui étaient utilisées. D'accord ? Alors on peut étudier tout, hein, les ligatures, etc. Et là, vous avez par exemple un tamar, qui est une flèche pour chasser la zibeline, qui permet d'assommer le gibier sans le transpercer. Et à côté, dans ce carquois, vous avez par exemple une flèche de guerre, là, enfin, qui peut tuer du gros gibier comme des élans ou éventuellement un homme. On peut reconstituer les vêtements et on a sur 140 tombes une cinquantaine de vêtements qui ont été conservés. Ici, c'est des vêtements du XVIIIe siècle, par exemple, avec ces perles d'importation dont je vous parlerai, ces boucles d'oreilles, ces petites cornes.
Et vous avez quantité de mobilier qui se retrouve dans ces tombes. Alors là, par exemple, vous avez la tête d'une dame, peut-être qu'on l'aura plus loin. Vous voyez qu'elle porte en fait une chapka, qui est donc le bonnet, mais dans ce chapka avec deux petites cornes décorées de perles. Et on ne voit pas sa figure parce qu'elle a un masque devant la figure, avec pour la place des yeux des perles. Donc c'était des masques, par exemple, qui étaient faits pour qu'une jeune femme ne soit pas vue de son beau-père dans sa famille. Vous avez des pipes, avec ici une pipe en ivoire de mammouth. Il y a quelques objets en ivoire de mammouth, parce qu'il y a beaucoup d'ivoire de mammouth dans la région. Et ici, vous avez un sac qui contenait de quoi constituer, une fois qu'il a été ouvert 4 ou 5 ans plus tard, de quoi faire une ceinture de chaman, curieusement, des selles. Donc on est, comme vous le disiez en présentation, pour nous c'est tous des collègues, mais effectivement c'est ce qu'on appelle une équipe pluridisciplinaire. On a des gens qui, une fois j'en avais fait la liste, sont capables de vous refaire du chamois à la mode yakout et surtout de pouvoir identifier ce tissu de type chamois. Donc le projet de 2002 à 2012, c'était comparer ces différents éléments. Et ici, vous avez, pour ceux d'entre vous qui apprécient les paysages nordiques, la vue qu'on a, par exemple, quand on arrive à Verkhoyansk, de ces fleuves qui sont très sinueux avec des méandres et les traces d'anciens méandres à côté. Voilà, les tombes. Donc, c'est celle que vous avez vue. Ça, c'est la même, vous voyez, elle est christianisée, donc postérieure certainement à 1860. Et nos endroits où nous avons fouillé, donc nous avons fouillé, comme je vous l'ai dit, je vous le rappelle, en Yakoutie centrale, en Vilouï, à Verkhoyansk, et maintenant, on est dans cette zone là-bas. La chronologie, je vous en ai déjà parlé, mais je vous le rappelle rapidement. Bon, aux époques préhistoriques, on n'a pas grand-chose sur cette partie de la Sibérie, hein, mais elle était occupée à différentes périodes, puisque c'est par cette partie de la Sibérie que s'est fait une grande partie du peuplement de l'Amérique. Okay, donc ça, entre 12 000 et 20 000 ans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne reste plus du point de vue de ces populations. Les populations qu'on a là n'ont rien à voir, parce que les populations qui ont peuplé l'Amérique, quand on regarde les profils génétiques, elles sont surtout dans l'Altaï, c'est-à-dire au sud. En fait, ce qu'il y a eu, une fois qu'il y a eu le peuplement de l'Amérique, il y a dû avoir une vague de froid qui a poussé tout le monde vers le sud. D'accord ? Et les populations du sud, ensuite, ont réoccupé ces territoires sibériens. Seulement les gens qui étaient partis de toute cette Béringie sont vraiment rentrés dans l'Altaï, tandis que le repeuplement s'est fait depuis la zone des steppes au pied de l'Altaï. Donc ce sont des populations qui sont différentes. Vous avez ces gravures rupestres, là où vous voyez des barques, avec des écritures en langue turque, qui montrent qu'il y avait, vers le 8e, 9e siècle de notre ère, des gens qui exploraient cette région. Et il y a une carte chinoise qui est assez ancienne et qui montre la Léna, ce qui montre qu'il y avait déjà des explorateurs et que ces éléments étaient bien connus, les populations devaient les connaître. Alors, avant, donc, ce qui est déjà intéressant d'un point de vue archéologique, c'est que les Russes arrivent en 1632 et avant 1689, il n'y a aucune trace des Russes. C'est-à-dire qu'archéologiquement, on ne retrouve aucune trace des Russes. Alors pourquoi on ne retrouve aucune trace des Russes? Bon, déjà, on n'a pas fouillé effectivement les endroits où ils s'étaient implantés, mais disons à quelques kilomètres de Yakoutsk, il n'y a aucune trace des Russes. Et on trouve ces tombes qui sont toutes les mêmes, du 14e, 15e jusqu'au 16e, jusqu'au 1689, qui sont ces tombes où le sujet est inhumé avec son arc, que vous voyez ici, et la tête sur une selle. Et c'est ce qui se passe actuellement où nous sommes sur l'Indigirka, mais qu'on retrouvait de temps en temps en Yakoutie centrale. Vous avez ces buttes qui sont des boulgouniacs, ou ce que certains d'entre vous sont des géologues appellent des pingos. Les pingos, c'est une boule de permafrost. Et ça, c'est un boulgouniac de Yakoutie centrale, où il fait qu'au moins 50 degrés en hiver. Ce qu'on trouve sur l'Indigirka, ils ont à peu près ces dimensions. Oui, ça, sur la photo, ça ferait ça. Ils ont plus de 15 mètres de hauteur et plus de 50 mètres de diamètre. Et donc, ce sont des boules de permafrost. Et sur ces boules de permafrost, il y a eu des tombes qui ont été implantées, parfois, et effectivement pour des gens qui venaient qui venaient du sud et qui enterraient leur sujet sous des kourganes, c'est-à-dire sous des buttes artificielles.
On ne peut pas le démontrer, mais il y a un élément qui est troublant là. Et toutes ces tombes, alors c'est là qu'on commence à rentrer dans cette synthèse globale, toutes ces tombes, en fait, avant 1689, ne sont que des tombes d'hommes. Bon. Il y a des enfants qui sont de sujets masculins, on peut voir que c'est des enfants de sujets masculins grâce à l'ADN, mais sinon ce sont que des tombes d'hommes, il n'y a aucune femme qui est enterrée à cette période. Et le sujet type, enfin pas sujet type, ils ressemblent tous là-dessus, et à peu près celui-là. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1689 ? En fait, en 1689, les Russes, qui continuaient leur progression, rentrent au contact des Chinois au sud, et ils rencontrent les Chinois. Les Russes, ils ont beaucoup de problèmes sur le front occidental, donc ils ne s'occupent pas trop du front oriental. Les Chinois sont aidés par les Jésuites, et la confrontation armée tourne rapidement à l'avantage des Chinois, qui définissent des frontières, et ils mettent des frontières avec un poste frontière à Nerchinsk en 1689, dont je vous parlerai tout à l'heure. Et à travers ce poste frontière, en fait, le commerce privé, vous vous souvenez que c'était le tsar qui avait envoyé ses troupes, le commerce privé va l'emporter. Le commerce privé l'emporte, et là on a un changement complet des pratiques funéraires, on a un changement complet de la société dans ce qu'on trouve, et notamment il y a quantité d'importations. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les Yakoutes se mettent à devenir des commerçants et à troquer eux-mêmes leur fourrure. On reviendra là-dessus parce que c'est justement ce qui est compliqué. Et donc, vous avez Nerchinsk qui est ouvert en 1689. Donc ça, c'est la Zibeline, hein, les pots de Zibeline. Et c'est Kiata en 1728. Ils ferment le comptoir de Nerchinsk en 1689. Ils en ouvrent un autre en 1728. Et là, à partir de 1728, mais en fait, jusqu'en 1750, la Yakoutie reste dans son âge d'or, c'est-à-dire ces tombes qu'on va trouver avec ces slips perlés. Pour vous donner une idée, on trouve des sujets une femme, celle qu'on a le plus, on n'a pas compté les perles, on a fait des estimations à partir des bandes sur le slip et sur les jambes, elle a plus de 1 million de perles sur elle. D'accord ? Donc ça devient, ils ont plus de 1 million de perles, ils ont des tissus rouges qui sont très rares, mais qui à la même époque étaient l'écarlatine que les Anglais vendaient aux Iroquois, on en retrouve à cet endroit-là. La façon dont c'est arrivé, on ne le sait pas, si vous voulez, mais en tout cas, c'est vraiment uniquement dans les tombes les plus riches. Donc de l'écarlatine qui était vendue aux Iroquois, on la retrouve aussi à ces endroits-là. Donc il y a des circuits commerciaux qui se mettent en place, qui font que ces populations ici deviennent, on peut le dire en tout cas pour une partie d'entre elles, immensément riches, si vous voulez. Et en 1728, on ferme Nerchinsk, ils ouvrent Kiata, et là, ça décline. Alors pourquoi ça décline ? Et c'est là justement déjà qu'on est face à un certain dilemme. Il y a énormément d'épidémies en Yakoutie, énormément d'épidémies. On a pu démontrer qu'il y avait une épidémie de variole, il y a une épidémie de tuberculose qui est importante, mais dans le même temps, l'ouverture de ce comptoir fait que la Yakoutie est exclue, quoi. C'est-à-dire que le commerce qui passait avant, en gros, vous avez toutes les voies par ici, là c'est fini, quoi. Le commerce, il passe directement vers Moscou. Et donc la Yakoutie tombe un peu dans l'oubli. La Yakoutie tombe dans l'oubli, et à partir de 1760, il y a beaucoup moins de fourrure. Donc pour vous, justement, qui vous intéressez au contexte global, en fait, dès le milieu du XVIIe siècle, la zibeline commence à diminuer. D'accord ? Ils ont éteint une grande partie de la zibeline. Donc la zibeline commence à diminuer, les gens sont moins riches, les circuits économiques changent, et il y a ces épidémies. Et donc ça s'effondre, et donc du coup le tsar n'arrive plus à maintenir par l'armée ces éléments, et donc on a une christianisation massive, c'est-à-dire que ce que je vous dis peut-être est un regard quasi stalinien sur la chose, ce sont comme dirait Arnaud Le Padellec, les curés qui reprennent la place des militaires, si vous voulez, pour maîtriser la Sibérie, non pas les curés, mais les popes, si vous voulez. Alors, il y a ce qui se passe, c'est que en fait, les tombes qu'on fouille, ce sont ces tombes avec ces reconstitutions, par exemple, de vêtements. Vous voyez, c'est très recherché. Voilà les fameuses écarlatines, les perles. Et on voit apparaître dans ces tombes énormément, par exemple, de ceintures perlées. Et qu'est-ce qui se passe ? La question, c'est, tout ça, l'histoire n'en parle pas. L'histoire, c'est que les Russes
ont colonisé la Sibérie. D'accord ? Ça, c'est l'histoire officielle. Ce sont les textes, d'ailleurs. Les Russes ont colonisé la Sibérie. Donc, et si vous lisez des textes postérieurs, les populations ont forcément été appauvries, mis à l'impôt, il y a eu beaucoup d'exactions. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'exactions quand les Russes sont arrivés, etc. Or, en fait, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on s'est penché sur les données historiques après. Nous, on voit la richesse qui déferle, d'accord ? Même, par exemple, dans la période en Europe, dans la période post-coloniale, les gens ont pu dire qu'on avait eu ces populations sur des marchés de dupes. C'est-à-dire que ces perles, elles ne coûtaient rien, si vous voulez. Mais on n'a pas l'impression que là, ce soit des marchés de dupes. On a toute une élite. Si vous voulez. Alors, ce qui se met en place, c'est ce qu'on appelle... alors là, on tombe déjà dans l'interprétation de la synthèse globale. C'est ce qu'on appelle certainement... Il n'y a pas de mot réellement français pour traduire ça. C'est un mot d'un historien américain qui parlait des Iroquois et des Hurons, White, en 81. C'est ce qu'on appelle the middle ground. The middle ground, ça veut dire que c'est une entente, mais c'est une entente qui tombe sur des bases où tout le monde, ça va arranger tout le monde, mais personne ne va savoir pourquoi ça arrange l'autre, où il se méprend sur la façon dont ça l'arrange. D'accord ? Et ce middle ground, à l'heure actuelle, est l'objet de nombreuses d'études parce que c'est ce middle ground qui, dans de nombreuses régions à travers le monde, a pu faciliter la colonisation. D'accord ? Or, qu'est-ce que c'est ce middle ground ? C'est une entente. C'est une entente, de toute évidence. Ce qui s'est passé, c'est que le Yassak, je vous le disais, c'est l'idée que se font les Russes, c'est j'arrive, je plante le drapeau, le tsar est ici, nous avons conquis la Sibérie. Mais l'intérêt de l'archéologie, c'est que nous avons le point de vue des Yakoutes. Pour un Yakoute, un Russe qui arrive et qui plante un drapeau, oui, ce qui lui appartient, c'est l'endroit où il vient peut-être de planter le drapeau. Et encore, c'est marqué dans certaines légendes, on le lui prête, cet endroit. Mais il n'a rien conquis du tout. D'accord ? Quand il fait un fort, les Russes, ils ont conquis la Sibérie et ils y ont mis leur fort. Mais pour l'autochtone, on lui a prêté l'emplacement du fort. D'accord ? Donc, eux, ils sont toujours chez eux. Cette idée qu'ils sont toujours chez eux fait qu'actuellement, je reviendrai là-dessus, hein, c'est ce qui explique qu'actuellement la République Sakha soit une république autochtone, autonome. C'est-à-dire que les Russes n'ont jamais été chez eux, puisque eux, ils étaient chez eux, les Yakoutes. D'accord ? Et comment faire pour que le tsar ait l'impôt ? Il faut essayer de se mettre dans la pratique, le gars qui plante son drapeau, qui va voir l'autochtone et qui lui dit désormais tu es un sujet du tsar russe et nous te prélevons l'impôt. Il y a d'ailleurs quelques réactions violentes, mais une fois que les réactions violentes sont passées, et il semble qu'elles aient duré au cours du XVIIe siècle. Après le XVIIe siècle, il a quand même fallu, il y avait un commerce privé qui arrivait, il a fallu là-dessus. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que, et c'est ce qu'on verra après dans la dernière partie, les Russes ont dû pactiser avec les chefs autochtones, et c'était les chefs autochtones qui prélevaient l'impôt, qui réorganisaient en fait la Yakoutie, et qui en donnaient une partie aux Russes. Si vous voulez. Et apparemment, il y a une période où c'était, vous avez tous vu la folie des grandeurs, ce sera pour le tsar, non, ça c'est pour moi, ce sera pour le tsar, non, ça c'est pour moi, mais il y en avait certainement une partie, si vous voulez. Et donc c'est ce qu'on appelle le middle ground, c'est-à-dire que là où l'histoire classique voit une colonisation, etc., l'archéologie ne voit pas du tout ça, si vous voulez. Et on verra là-dessus qu'est-ce qui se passe. Et alors c'est cette interprétation, nous l'avons eue effectivement au bout de... Notamment, c'est des interprétations qui se recoupent grâce à Dasha, qui est dans la salle et qui est l'historienne du groupe. C'est qu'il y a eu ce qu'on appelle le temps des Toyon. Les Toyon, c'était les chefs yakoutes. Et en fait, quand les Russes ont vu qu'il y avait des révoltes et qu'elles étaient sanglantes et qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre, eh bien, les Toyon, qui étaient les chefs locaux, ont été envoyés dans un premier temps à Saint-Pétersbourg et ensuite on les a fait revenir en Yakoutie avec leurs bagues, dont certaines, vous voyez, sont recouvertes d'or. Ce sont des analyses qui ont été faites à Albi, là-dessus. Et il y en a d'autres qui s'en faisaient des imitations locales. Okay. Et s'en faisant des imitations locales, et en fait, ils ont eu le titre de duc de Yakoutie. Et donc, on a créé une élite locale, que Dasha pourrait d'ailleurs, si vous avez des questions là-dessus, vous décliner, parce qu'il y a eu toute une série. Et donc, tout a totalement changé durant ce temps des Toyon. Alors, ce qui est assez intéressant, par ailleurs, c'est que les Toyon, quand on pousse l'histoire
si jamais notre collègue termine sa thèse, si vous voulez, qui est bien l'élément, c'est que les Toyon qui étant mis en place sont été les membres du Parti communiste qui ont réglé les villages par la suite, et vous comprendrez pourquoi dans la descente, et sont encore les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Vous verrez pourquoi par la suite. Alors, il y a eu en même temps de nombreuses épidémies, alors c'est là qu'on rentre dans notre côté plutôt biologiste. On avait trouvé cette tombe, par exemple, et ça c'est une reconstitution de la tombe qui avait été trouvée à côté d'un arbre chamanique que je vous ai montré, pour ça qu'on l'avait appelé arbre chamanique. C'est une tombe qui comporte 5 sujets, alors ils sont les uns sur les autres, ça s'est un peu oxydé, on ne voit pas trop peut-être les éléments. Il y a 5 sujets. Et alors, pour vous donner une idée, si vous voulez, de l'interprétation d'archéologique et de que peut apporter la biologie moléculaire là-dessus. 5 sujets avec un homme, ici, qui est en position centrale. Dessous, un petit. Là, un tout petit. Et là, 2 femmes. Il y a les écrits d'Hérodote, au VIe siècle avant Jésus-Christ, qui font rêver, ou qui faisaient rêver à l'époque du machisme, où on disait quand les chefs sont enterrés, toutes leurs femmes sont enterrées avec, etc., leurs enfants. Et on mettait d'ailleurs à l'extérieur de la tombe le palefrenier, qui était un jeune enfant et autres. Et ça a été repris par les Russes par la suite, parce que ça existait au temps des Yakoutes. Il est vrai qu'au temps des Yakoutes, il semble qu'il y ait eu quelques sépultures multiples. Et donc quand vous trouvez une tombe de ce type, d'accord, la grande question qui se pose, au moment où on l'a ouverte, c'était la question de savoir, vous voyez le splendide armement. Quand vous fouillez des sépultures, par exemple, de l'épidémie de peste, telles que celles qui ont été fouillées au 36 ponts il y a quelques mois à Toulouse, les gens de l'épidémie de peste, ils ont été ou déposés ou jetés dans des fosses. Là, ces gens n'ont pas été ni déposés ni jetés. Vous voyez, le mobilier, il y a une selle pour chacun, il y a des offrandes pour chacun, etc. Donc vous avez ces paquets, toutes les selles, etc. Et donc l'idée qui était posée au départ, d'autant plus que c'était de savoir si on n'était pas face à ce type de tombe, où il y avait un homme, ces 3 femmes, vous savez, un peu macho, on pouvait rêver, quoi, et puis le palefrenier, etc. Or, en fait, on fait les études, le on étant on, je reprendrai là-dessus à la fin de Modestie, on fait des études d'identification, il s'agit d'une même famille. Lui, là, c'est sa mère qui est enterrée, cette mère a eu ce fils, cette fille qui est enterrée là, et voilà, ce fils-ci, et elle a eu ce fils-là, et un troisième qui est inhumé vers là à distance. Donc en fait, ça devient une sépulture familiale qui comporte 3 générations. La grand-mère, le fils dont on ne connaît pas sa femme, et on n'en a pas d'enfant, une fille qui était mariée mais dont on n'a pas l'homme, et 3 de leurs enfants. Donc ça devient une sépulture familiale. Donc une fois qu'on a fait ça, le premier schéma complètement macho, vous savez, les machos n'ont jamais raison, on l'avait démontré finalement. D'accord ? Donc, et par la suite, on a eu, avec Catherine Thèves qui est dans la salle, l'immense chance de se dire, mais de quoi sont-ils décédés ? Or en fait, à l'autopsie, les 5 sujets ont été autopsiés. Il y en avait une qui était particulièrement bien conservée. Et celle qui était particulièrement bien conservée, on avait du poumon. Ce poumon a été ramené en France et confié à une histologiste qui est spécialisée dans l'équipe de Bertrand Lude à l'Institut de médecine légale de Paris, qui est spécialisée dans les tissus anciens. Et l'histologiste qui regarde le poumon dit « mais attention, il y a du sang qui est passé dans les alvéoles ». Ça, c'était déjà pas mal d'arriver à montrer ça. Or, du sang passé dans les alvéoles, ça voulait dire quoi ? Nous avons le professeur Dabernat qui est dans la salle et qui pourra vous décliner le nombre de maladies qui provoquent une exsudation de sang dans les alvéoles. En fait, il n'y en avait pas des masses, si vous voulez. Je crois qu'il y a la rubéole, la grippe et le pneumocoque. Et Catherine Thèves, qui à l'époque n'était pas au CNRS, teste ces 3 éléments, ils sont négatifs. Et on dit, mais il y en a un 4e qui peut exister, qui serait la variole. Ben, on les avait tous autopsiés, il y avait de la peau. Et il n'y avait aucun, vous savez, normalement, la variole donne des boutons. Or, il existe une forme de variole fulminante qui tue la totalité des sujets avant l'éruption de boutons. Et donc, la variole a été testée et elle est sortie positive. D'accord ? Et ce qui fait que l'épidémie de variole a pu être mise en évidence
sur cette sépulture, et une partie du virus, dont je vous épargnerai l'histoire parce qu'on n'a pas le droit de les amplifier, au moins de 500 paires de bases, etc. et autres là-dessus, une partie du virus a pu être, la séquence ADN a pu être identifiée et comparée aux souches actuelles, et évidemment, ce n'est pas une souche actuelle, puisque c'était virus, ça mute assez vite, mais on a pu voir qu'elle se mettait dans le pool asiatique, qu'elle était bien dans le pool asiatique. Et ça a permis de revoir par des éléments de phylogénie là-dessus, de revoir en fait l'histoire, si vous voulez, de la variole en permettant cet élément. Alors, vous avez ces deux éléments qui se croisent, qui sont d'une part, si vous voulez, ces études fondamentales sur la variole qui ont maintenu le laboratoire en haleine pendant plus de 2 ans, si vous voulez, et ensuite cette histoire sociale, là, où on a ouvert cette tombe, et cette tombe, dans un premier temps, quand je vous parlais au début de synthèse globale, qu'est-ce que c'est ? Pour nos collègues Yakoutes, qui nous auraient presque convaincus au départ, si on n'avait pas eu d'ADN ancien, ou si on n'avait pas pu en faire parce que c'était mal conservé, c'était une des tombes que décrivent Hérodote et qu'avaient décrit les Russes, un homme avec ses femmes là-dessus, et ses enfants. Ensuite, on s'est aperçu que c'était la même famille, et ensuite on s'est aperçu qu'ils sont décédés. Donc ça vous donne une idée, si vous voulez. Alors tout ça, c'est je dirais, un empilement technologique. En fait, il faut voir l'apport des technologies au cours des 10 dernières années, qui à l'heure actuelle, si on pouvait réétudier ces sujets, quand je vous dis réétudier ces sujets, parce qu'effectivement la variole, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes législatifs, c'est une question qui intéresse par exemple le professeur Daberna. On peut penser qu'à l'heure actuelle, avec les méthodes de génomique qu'on a, un sujet qui attrape la variole, il va mourir de la variole, mais entre-temps, il va être surcontaminé, et il va peut-être même mourir, pas forcément, si vous voulez, directement de la variole. Okay. Et on pourrait voir, en fait, en étudiant ces coupes de poumons avec des techniques de NGS, quels ont été les éléments co-infectants, etc. Alors qu'à l'heure actuelle, la variole reste quand même la grande tueuse de l'histoire de l'humanité. À titre d'indication, c'est quelque chose... J'ai beaucoup appris sur la variole en 2 ans, tant d'un point de vue législatif qu'épidémiologique. Et grâce à Catherine Tefft, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Le nombre de morts de la variole au cours du XXe siècle, d'accord, il est estimé au minimum à 300 millions et au maximum à 500 millions, mais on pense que l'estimation maximale est la bonne. D'accord. Donc c'est des choses qu'on n'a pas en tête, parce qu'on dit oui, c'était une grande tueuse de l'histoire de l'humanité, en 1900, dans les années 80, ça a été éradiqué, etc. Mais combien il y a eu de morts au cours du XXe siècle ? 500 millions. D'accord. Et en dehors de ça, il semblerait que la variole, au cours des 2000 dernières années, ait tué 10% de la population humaine. Donc ce qui vous donne une idée, si vous voulez, des facteurs de sélection qui ont joué sur ces populations. Et là, justement, on rentre au cœur de ce qui n'est pas forcément, de ce qui est une partie de notre programme, c'est cette interaction dans cette synthèse globale, c'est que les Yakoutes actuels sont ceux qui ont résisté à la variole. D'accord. Comme nous sommes les descendants de ceux qui ont survécu à la Grande Peste, pour ceux qui sont originaires d'Europe dans cette salle. On reviendra là-dessus. Donc vous avez là effectivement vous avez la reconstitution là, des sujets, les poules, sujet 3, etc. Alors la christianisation qui augmente, d'accord, on voit des églises pop, bon, ben, elle se rencontre facilement dans les tombes, ben, vous avez un changement complet des pratiques funéraires, avec notamment ces pratiques funéraires orthodoxes qui se mettent en place, avec les 4 bougies qui sont mises autour du cercueil du sujet chez lui, ça c'est les descriptions classiques. Et on a peu effectivement de descriptions de sujets quand ils sont mis à l'époque dans le cercueil, mais les plus croyants sont mis avec une des bougies qui devait entourer le cercueil à la main, et toujours une croix autour du cou. Mais par exemple, la croix autour du cou est classique chez les orthodoxes, et même obligatoire quasiment, mais on a quand même des pourcentages de gens qui n'en ont pas eu. Alors, la question qui se pose, c'est pourquoi n'en ont-ils pas eu ? Ben, peut-être qu'ils n'en ont pas eu parce que le pop qui les leur donnait n'était pas passé, ou qu'il n'y avait plus le magasin pour les leur fournir. Et chacune de ces croix a un symbole qui renvoie à une des églises du sud de Sibérie. Donc on peut voir quelles étaient les voies de christianisation en suivant ces éléments-là. Donc on a beaucoup d'éléments. Alors la donnée entre les comparaisons archéologiques historiques à je dirais de façon quand on les voit d'assez haut, la question qui se pose, nous avons fouillé actuellement 160 tombes. Et on a prospecté sérieusement. Il y en a qui ont dû nous échapper, mais pas des masses. Les Yakoutes, on sait combien ils étaient. Comme les Russes prélevés Yassak, il y a eu des éléments qui ont été faits, puis ils étaient entre 20 000 et 40 000.
On est dans des populations avant le XVIIIe siècle, avant la découverte justement de la généralisation par Jenner de son fameux vaccin contre la variole. Je me permets de vous rappeler que toutes les populations mondiales sur le long terme, c'était la même chose. Sur 1000 sujets qui naissaient, 333 décédés avant 1 an, 333 entre 1 et 18 ans, et après 18 ans, vous aviez une chance sur 2 d'atteindre 60 ans. Ça, c'était quand on mélangeait tout le monde, plusieurs générations. D'accord ? Donc quand vous avez 40 000 personnes, 40 000 personnes en comptant les enfants qui vivaient en Yakoutie en 1932, nous n'avons trouvé que 160 tombes. Bon. Imaginons qu'on en ait loupé beaucoup, mais quand même on en a beaucoup cherché. Donc nous n'avons qu'une partie minime, voire même infiniment, presque rien de la population. Pourquoi ? Or pourquoi on le sait, figurez-vous ? Pourquoi on le sait ? Parce que les Yakoutes, en fait, n'enterraient pas les gens. Alors c'est là la première chose qui peut être stupéfiante pour des archéologues. Imaginez que nous n'ayons pas de source écrite. Les Yakoutes n'enterraient pas les gens. Il y en a un ou deux qui disent qu'ils ont assisté à des enterrements de Yakoutes. Les Yakoutes, ils mettaient les gens dans des arangas quand ils décédaient. Les arangas, ce sont ces structures qui sont ces cercueils qu'on met dans les arbres ou sur des piquets. Là, vous en avez une reconstitution dans un musée de Yakoutes. Et en tout et pour tout, dans nos prospections, on en a trouvé 3. Un arangas dans un sous-bois qui n'a pas encore brûlé, parce qu'évidemment, ça brûle. D'accord ? Donc, première chose qui est assez étonnante, ce que trouvent les archéologues, ça ils le savaient, mais faut-il encore le rappeler, c'est ce qui reste. Quand même, les Yakoutes n'ont jamais enterré leurs morts, ou très peu. Ça n'a jamais été marqué. Il y a 2 explorateurs qui marquent qu'ils ont assisté à un enterrement, si vous voulez. Les Yakoutes les déposaient sur des plateformes. Or, nous, ça fait 14 ans qu'on fait de l'archéologie funéraire en Yakoutie. Donc déjà, ça fait penser. Alors, il y a quelques écrits yakoutes qui disent que quand l'arangas, alors des fois c'était moins bien calé, il tombe 3 fois par terre. Et la 4e fois, il faut enterrer le sujet. Donc, on pourrait se dire que tous ceux qu'on a trouvés, c'était des sujets de ce type. En fait, on n'en a trouvé que 2 sur 160, en gros. On n'a trouvé que 2 qui étaient dans des coffres. Et ceux-là qui étaient dans des coffres, c'est à titre... on travaille beaucoup, hein, on a beaucoup de médecins légistes. Daniel Rouget et Norbert Telmont, qui dirigent la médecine légale toulousaine, sont avec nous. Bertrand Lutte, qui dirige l'Institut de médecine légale de Paris, est avec nous. Le sujet qui est dans ce coffre-là nous a permis, parce que c'était très bien conservé, de comprendre un immense cimetière mongol qui avait été fouillé 10 ans auparavant en Mongolie et de changer totalement la vision qu'on avait, la perception qu'on avait des tombes en Mongolie. En Mongolie, on trouve exactement la même chose, mais sans les superstructures en bois et on n'a pas l'histoire. Et presque toutes les tombes ont été pillées. C'est-à-dire que nos collègues avant nous, dès qu'ils voyaient ça, ils disaient c'est pillé. Alors pour moi qui en ai fouillé beaucoup, je disais non, c'est pas pillé, etc. Alors ils me disaient non, si, c'est pillé. Ils disaient d'ailleurs, regarde. Et alors, en fait, de ce sujet, on a trouvé une partie de ses vêtements sous ce cercueil, dans le coffre. Et il y en avait très peu de ces vêtements sous ce cercueil, dans ce coffre. Et chose assez étonnante, on a eu du bol, on a pu montrer que c'était ses vêtements, parce que quand ils avaient retiré ses moufles, ils avaient gardé la dernière phalange dans la moufle. Et donc ce sujet était complet, à l'exception de sa dernière phalange là-dessus. Donc on a complet tous les os, ils étaient complets. Ce qui fait qu'on est sûr que les vêtements qu'il y a dessous, c'était les siens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, or celui-là, je vous en ai parlé, ils ont tous des arcs, des centaines de paires, etc. Non seulement il a été réinhumé, mais avant d'être réinhumé, on l'a déshabillé, on a mis les restes de vêtements dessous, et on lui a pris tout ce qui était arc et compagnie. Ce qui fait que quand vous n'avez plus rien en archéologie, ben, j'aurais fouillé ça avec des collègues mongols et qu'il n'y ait plus rien, j'aurais dit oui, tu sais, on trouve des traces, machin, c'est peut-être une sépulture secondaire. Je connais exactement leur réaction parce que j'ai fouillé avec eux pendant plus de 15 ans. Ils m'auraient dit, écoute, on est d'accord avec toi, mais si on trouve encore quelque chose dessous, ça prouve que c'est remanié. Et dessous, on aurait retrouvé des perles. Et ils m'auraient dit, ouais, ben c'était remanié, tu t'es fait avoir. D'accord? Donc en fait, on a des histoires complexes, mais qui nous permettent de comprendre autre chose en archéologie parce que c'est très bien conservé. Voyez. Donc ce qui montre ces éléments-là, alors qui échappent, je dirais, parfois là-dessus. Donc là, vous avez le scénario qui vous raconte comment ça s'est passé. Là-dessus,
Alors, à un niveau moyen, parce que je dirais un niveau moyen économique, Fernand Braudel, vous savez distinguer le temps long, le temps moyen de l'histoire et puis l'événementiel. Je trouve que le temps moyen, c'est pas mal, c'est le temps économique. Quand on regarde les vêtements, souvent on se dit qu'est-ce que ça peut apporter les vêtements. Regardez les vêtements. Vous avez la phase ancienne, début, milieu 18e, et là-dessus, etc. À la phase ancienne, en fait, les Yakoutes, ils s'habillaient avec du renne, ils étaient au contact des éleveurs, ils s'habillaient avec de l'élan, d'accord, du peau et du cuir, et du cheval, essentiellement. Début, milieu 18e, qu'est-ce qu'on voit apparaître? On voit apparaître du lièvre blanc, mais surtout, on voit apparaître des éléments assez divers, si vous voulez. On voit apparaître des éléments assez divers, notamment du tissu, Soukno, Daba, qui sont les importations, et on doit voir apparaître la zibeline, d'accord? La zibeline, c'est ça. Les Russes leur faisaient chasser la zibeline. Vous voyez bien qu'avant, en fait, ils ne s'étaient jamais intéressés à la zibeline, les Yakoutes. C'est à partir du moment où les Russes commencent à leur faire chasser la zibeline qu'ils commencent à s'habiller avec de la zibeline. Okay. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde ça, vous voyez que la zibeline, ça va diminuer. La zibeline, ouais, elle est là, elle diminue. Et quand on regarde les écrits russes sur la présence de la zibeline en Yakoutie, ils considèrent qu'à la fin du XVIIIe siècle, elle est quasiment éteinte. Okay. Là-dessus. Alors, pourquoi la mode de la zibeline a-t-elle disparu? La mode de la zibeline, c'est une anecdote, elle a disparu à cause de la perfide Albion. Le commerce de la zibeline, c'était 10% du produit national brut de la Russie au XVIIIe siècle. Les Anglais se sont dit la seule chose pour les contrer, c'est de changer la mode. Et donc, ils ont lancé la mode du chapeau en peau de castor. Et ils ont créé, comme il y avait les Russes avaient cet élément-là, donc ils ont créé la compagnie de la baie d'Hudson. Vous avez entendu parler de la baie d'Hudson? Vous en avez entendu parler parce qu'on est dans une société occidentale. Nos collègues russes connaissent très bien tout ce qui concerne la zibeline, mais ils n'ont jamais entendu parler de la baie d'Hudson. Donc nous, on connaît la baie d'Hudson parce qu'on était dans une ambiance occidentale. Donc on connaît très bien la baie d'Hudson, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la baie d'Hudson a été créée pour contrer le commerce de la zibeline. Et donc, ils ont créé le commerce de la zibeline, ils ont créé le chapeau en castor qui est devenu à la mode. Qu'ont fait les Russes? Ils leur ont dit, vous continuez la zibeline, mais vous exterminez, vous chassez le castor. Il arrive là, le castor. On le voit. Ils le chassent pendant 50 ans et le castor disparaît de la Yakoutie. C'est aujourd'hui une espèce éteinte en Yakoutie. D'accord ? Il n'y a plus de castor en Yakoutie. Et c'est assez intéressant parce que quand on regarde les documents historiques et quand on regarde la datation des tombes, en fait, il y en avait quand même un peu plus tardivement que ce que pensent les documents historiques parce qu'on retrouve des éléments en castor dans certaines tombes. Donc ça, c'est un pic, si vous voulez. Ce petit pic, là, ça vous montre la réaction à la création de la compagnie de la baie d'Hudson et ensuite la disparition de la zibeline. Alors pour vous donner une idée, les Chinois sont venus fous de castor et donc ils continuent à demander aux Yakoutes et aux populations russes du castor. Okay, mais les autres, ils avaient éteint. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils achetaient des castors, les commerçants russes achetaient des castors sur la baie d'Hudson, ils le ramenaient dans le port d'Arkhangels sur l'Arctique, ils le descendaient en Russie, il est transporté jusqu'en Sibérie, et en Sibérie, ils le vendaient à Nerchinsk aux Chinois. C'est le seul exemple qu'on connaisse d'arriver à vendre des contrefaçons aux Chinois. Mais qui croyaient acheter du castor sibérien, mais qui en fait achetaient du castor. Mais, si vous voulez, et tous ces vêtements qu'on voit à Soukno Daba sont en fait du tissu du tissu conçu pour l'armée anglaise et qui arrivait, si vous voulez, via les ports de l'Arctique et qui étaient descendus. Les commerçants mettaient 3 ans à amener ça en Yakoutie. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que cette histoire, je peux vous la raconter. Pourquoi? Parce qu'on a toutes ces données historiques. Sans données historiques, pour des archéologues, on verrait cet élément, mais comment rattacher ça à des données économiques? Oui. Ça, c'est une des questions qui nous intéresse. C'est je vous raconte toute cette histoire, mais comment rattacher ça à des données économiques? Comment savoir que, brusquement, on peut trouver pendant très peu de temps du castor là-dessus? Et on est face, c'est assez, quand même, quand on parle de processus de mondialisation, d'accord, on a pu écrire dans le bouquin dont vous parliez avec Chaman que, croyant partir explorer les derniers autochtones, nous avions retrouvé la première mondialisation, si vous voulez. Parce que c'est quand même une histoire mondiale, ça. Hein. L'idée de changer les modes, d'inverser les circuits économiques et que certaines populations en bénéficient ou pas.
Voilà, l'évolution du manteau, c'est à peu près la même chose. Vous avez ce que je vous ai dit là maintenant, l'extinction du castor, la zibeline, etc. À un niveau micro, c'est ce que j'expliquerai ce soir, si vous voulez, à un niveau micro, c'est la question qui se pose, c'est de savoir comment identifier ces personnes. Comment identifier ces personnes, c'est très difficile, mais c'était la question de la chamane, ici. Comment identifier ces personnes? Eh bien, il y a des écrits, par exemple, qui disent qu'en Sibérie, dans le sud sibérien, les chamans les plus redoutés étaient les jeunes femmes vierges, parce que la puissance diminuait après, notamment après les accouchements, et toute l'activité sexuelle, la puissance diminuait. Et donc c'était une conception de la vie qui est totalement différente des nôtres. Par exemple, il y a beaucoup d'écrits quand même qui montrent que un chef yakout se donnait la mort ou se faisait donner la mort, si vous voulez, quand il était âgé, parce qu'il pensait que sa force avait totalement diminué. Et donc c'est des choses qui sont complètement inversées par rapport aux idées qu'on pourrait avoir, la force de la jeunesse. Donc j'insiste pas trop là-dessus parce que c'était justement ce que je développerai ce soir avec notamment on a retrouvé, il y a des contes, si vous voulez, les chamans aux fouets magiques, on a fouillé des tombes de chamans qui avaient des fouets, etc. Donc c'était savoir qui étaient ces personnes que nous avons fouillées. Et la grande question qui se pose, c'est en fait, quels sont ces sujets que nous avons fouillés? En fait, on a fouillé en grande partie des gens dont on avait peur qu'ils reviennent torturer les vivants. Ce qui fait que les chamans, par exemple, alors comment on le sait, si vous voulez? Eh bien, là, vous avez les liens qui entouraient la chamane. On a des sujets qui sont ligotés. Et cette jeune fille, avait les mains qui avaient été cousues dans les manches, d'accord? Et là, évidemment, on n'aurait pas pu le voir si les vêtements n'avaient pas été conservés. Vous voyez, si les vêtements n'étaient pas conservés, on ne savait pas qui est-ce qu'on avait. Et ses doigts étaient cousus dans les manches parce qu'il est connu en Yakoutie, c'est Cherochevski qui l'avait écrit dès le 19e siècle, ethnologue fameux. Les doigts des chamans sont presque aussi dangereux que ceux des forgerons. Et donc on a des sujets, si vous voulez, qu'on retrouve. Alors quand vous avez quelqu'un qui a les doigts cousus comme ça dans ses manches, qui en plus a été ligoté, et qui par ailleurs avait la ceinture que je vous ai montrée perlée, qui était la ceinture dite de la Vierge, et que la tombe s'appelle Kisunuga, était connue dans le paysage comme étant celle, c'était celle qui était d'un sujet qui était très craint. Alors, donc justement cette question, là vous avez les différentes étapes de déshabillage de la fameuse chamane, si vous voulez. On voit qu'elle a la fameuse ceinture de la Vierge. Alors j'insisterai pas trop parce que vous voyez, elle a par exemple 1, 2, 3, 4, 5 pendentifs, parce que vous aviez des inversions entre le monde des morts et le monde des vivants. Okay? C'est-à-dire que dans le monde des vivants, les gens ne fonctionnaient que sur des chiffres impairs, tandis que sur le monde des morts, ils fonctionnaient que sur des chiffres pairs. Ce qui fait que par exemple, les barrières autour des tombes, si c'est sur les chiffres impairs, ça peut être que 3 autour d'une tombe, tandis qu'autour d'un enclos de vache, ça peut être que 2. Donc si vous avez des pendentifs et que vous fonctionnez sur des chiffres pairs ou impairs, vous allez en sectionner un quand un sujet décède. Et à ce moment-là, vous ne retrouvez jamais en fait les vrais vêtements. Vous trouvez que des vêtements qui ont été arrangés, puisqu'ils ont parfois sectionné certaines parties, et c'est là qu'on s'aperçoit que tous les vêtements étaient codés, si vous voulez. Vous voyez, donc c'est là-dessus. Donc c'était la question de chaman. Et alors cette question, justement, c'est ce livre qui était cette chamane, en fait, depuis, on en a trouvé beaucoup d'autres. Et au début, on était un peu ébahis, on va revenir là-dessus, mais par la suite, on en a trouvé pas mal, des chamans, qu'on pensait être des chamans, et je vais revenir là-dessus. Et notamment, cette jeune fille qu'on a retrouvée sur la Yana, dans les monts de Verkhoyansk, qui était très riche par ailleurs avec un manteau. Alors maintenant, les comparaisons génétiques, si vous voulez. Parce que ce qu'on arrive là-dessus, c'est qu'à la fin de l'exposé, qui vous fait retransmettre cet élément-là, la belle synthèse globale, la belle histoire, tout est faux. Je ne me suis pas moqué de vous, mais vous allez voir. En fait, tout est faux parce que nous n'avons qu'une toute petite idée de ce qu'était le passé. Et dans cette toute petite idée de ce qu'était le passé, c'est ce qu'a retrouvé l'archéologie. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Et ça vous explique qu'effectivement, l'archéologie, ceux qui pensent faire des synthèses globales, doivent se méfier de cet élément-là,
parce que l'archéologie, c'est quand même quelque chose de très particulier. Les profs de sport de Yakout. Staps. Population Yakout actuelle, 1 million de personnes, plus de 500 000 Yakouts. Plus de 500 000 Yakouts, 250 000 personnes. 250 000 personnes, oui, 500 000 Yakouts, 250 000 hommes. 250 000 hommes, 50%, 120 000, 25 000, répondent à 2 haplotypes du Y. Vous avez 50% de la population Yakout qui descend que de 2 fondateurs. D'accord? C'est unique au monde. 2 fondateurs pour 50% de la population Yakout. Et ces 2 fondateurs sont très proches d'ailleurs génétiquement. Ça, c'est ce que nous enseignent nos études actuelles. C'est ce qui fait dire que certainement on a une tribu qui est remontée, etc. Mais ça, c'était un scénario. Alors, quand on le regarde à un micro-level, je vous montre, on rentre là, effectivement, si vous voulez, comme c'est un séminaire de recherche, on rentre un peu dans des cartes, ce n'est pas ce genre de cartes que je vais présenter ce soir au public, si vous voulez, parce qu'il faut il faut se concentrer, ce n'est pas des chamans. Vous avez les haplotypes du Y, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas des biologistes. On a des marqueurs génétiques sur nous. On a de l'ADN mitochondrial qui est hérité de notre mère. On a le même que notre mère, que le même de notre grand-mère. Ça, c'est valable pour tout le monde. J'ai le même que celui de ma maman, de ma grand-mère maternelle, etc. C'est la même chose pour vous, homme ou femme. Pour le Y, côté masculin, ça n'intéresse que les hommes. Nous avons le même, uniquement les hommes, le même que notre père, le même que notre grand-père, etc. Et ensuite, nous avons les autosomes qui nous permettent de dire qu'on a 50% hérité de nos parents et autres. Première constatation. Résultat des études génétiques. Qu'a fait changer la population Yakout à l'identification génétique des populations contemporaines, y compris aux cas médico-légaux? Avec 15 marqueurs, ce qui est étudié par toutes les équipes en médecine légale, on est en fait quasiment incapable de repérer qui était parent avec qui dans la population Yakout. C'est-à-dire que, alors même qu'ils ne sont pas consanguins. C'est un espèce de paradoxe, si vous voulez, qui fait qu'il y a eu tellement peu de fondateurs dans cette population que par la suite, ils se ressemblent tous et beaucoup. Premier élément. Donc ils se ressemblent tous et beaucoup, ce qui veut dire que sur les 15 marqueurs qu'on utilise, je ne vous montrerai pas les cartes, elles ne correspondent à rien. Et par ailleurs, sur ceux d'entre nous qui s'y sont essayés, dont Patrice Gérard, ça vous donne des réseaux à n'en plus finir entre les gens que nous avons étudiés. Premièrement. Ensuite, avant 1700, regardez ce qui se passe avant 1700. Sur les 2 marqueurs, je vais les appeler HT1 et HT2, ceux qui sont dans la population Yakout actuelle, pour les hommes. Là, je vous montre que les hommes. HT1, c'est du jaune. Vous l'avez en Yakoutie centrale, vous en avez un ici, et pour le reste, vous vous souvenez, ces tombes avant 1700, c'est celles où il n'y a que des hommes avec un arc et la tête sur la selle. Vous avez une grande diversité. Cette grande diversité, ici, sauf au sud, vous avez HT1, elle colle avec des schémas, notamment d'achat, à retrouver, qui collent avec différentes tribus qu'il y avait dans cette zone. Donc dans cette zone, il y avait différentes tribus, et qu'il y avait une diversité qui semble, pour le peu qu'on en ait, assez importante, si vous voulez. Okay. Mais cette diversité-là, on ne la retrouve plus actuellement. Autre que les jaunes, on ne la retrouve plus. Après 1700, ça c'était les fameuses tombes avant 1700. Après 1700, qu'est-ce qu'on trouve? Entre 1700 et 1750, qu'est-ce que vous trouvez? C'est devenu jaune partout. Partout, c'est devenu jaune. Et vous avez que ces 2 tombes, je vous ai dit, il y a 50% de la population actuelle qui en fait descend des jaunes, masculines, et vous avez 50% de la population Yakout actuelle qui descend des jaunes, et vous avez ou des jaunes ou de ceux-là. Donc ce qui fait que ceux-là, en fait, on les voit apparaître qu'en périphérie des jaunes entre 1700 et 1750. Et après, on ne les verra plus. Et les jaunes sont partout. C'est eux qui ont colonisé cette région. C'est eux qui ont colonisé cette région. Et ces jaunes, en fait, quand on les regarde bien, il y a beaucoup de ressemblances entre tombes.
et des ressemblances qui sont enregistrées à plus de 800 km. Actuellement, on est un maximum entre la ville Louis et l'Indigirka avec des ressemblances à plus de 1500 km. En fait, c'était le temps des Toyon. Ils n'ont enterré que les chefs d'un clan. C'est-à-dire qu'on a été persuadé pendant 12 ans qu'on fouillait une population et ils n'ont enterré que les chefs d'un clan. Et ce clan, c'était celui qui, middle ground ou collaboration, c'est à vous de choisir dans les termes, qui travaillait avec les Russes. Et c'est ce clan qui, par ailleurs, si vous voulez, était devenu immensément riche. Ils n'ont donc enterré que les gens de ce clan. C'est-à-dire que où vous avez l'archéologie qui vous dit qu'ils sont devenus riches, etc., une fois que vous avez fait toutes vos études, vous apercevez de ça. Et alors, chose encore plus extraordinaire, c'est que je vous dis qu'on a la plus grosse, par exemple, épidémie de tuberculose jamais réalisée. En fait, ce HT1, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur. On le sait grâce à certaines études génétiques qui ont été menées, si vous voulez, et qui se sont implantés vers, certainement avant, juste avant le XVIIIe siècle. Et ce sont tous ces sujets HT1 qui ont la tuberculose. En fait, pas tous, si je vous épargne la subtilité, je pourrais répondre à vos questions. Et en fait, ce qu'on vient de retrouver, c'est l'association entre des marqueurs génétiques et une maladie, qui est la tuberculose. Ils avaient une susceptibilité génétique, cela à la tuberculose. Donc c'est là où on pensait avoir trouvé la plus grosse épidémie de tuberculose mondiale, on a trouvé finalement quelques sujets qui étaient tous atteints par la tuberculose. Et ça, si vous voulez, on le sait grâce à quoi? On le sait grâce à la génétique, mais grâce à la confrontation avec les éléments culturels. C'est-à-dire que c'est dans ces tombes où on a effectivement les tombes, les marques des Toyon, etc. Les HT1, ils sont associés avec les bagues. Et donc, sans études archéologiques précises, c'est assez simple comme conclusion, sans études archéologiques précises qui vous permettent de définir un échantillon, eh bien, vous n'avez pas l'histoire, si vous voulez. Vous croyez avoir tout trouvé parce que vous aviez tout. Et en fait, ils n'ont enterré en Yakoutie sur 40 000 personnes que les chefs de clan. Alors évidemment, après le 19e siècle, à la fin du XVIIIe siècle, on retrouve une quantité de tombes, et puis là, ça se mélange, parce que le commun commence à être enterré. Alors, je vous épargne les haplotypes. Entre 1750 et 1800, vous avez encore les chefs, HT1, et puis après, 1800, 1850, vous voyez, on voit apparaître, il y en a moins, il y a moins de tombes, et puis après, on voit apparaître d'autres couleurs, mais le jaune reste dominant. Et alors, pour les femmes, qu'est-ce qui se passe? Là, je reprends cette femme d'arbre chamanique, celle qui avait le masque, vous vous souvenez, une fois qu'on la déshabille. Pour les femmes, en fait, c'est la même chose, les lignées féminines. Cette lignée qui venait du sud, actuellement, on le sait, il y a un petit groupe qui est venu du sud, et ce petit groupe qui est venu du sud, qui s'est mêlé, il avait HT1, et il avait aussi une autre lignée qui était cette lignée que vous avez ici en orange foncé. Et cette lignée en orange foncé, avant 1700, on ne la retrouve que là. Avant 1700, on retrouve cette grande variabilité génétique qui est due au fait qu'il y avait différentes tribus qui étaient inhumées. Et après, en fait, vous voyez que la tribu qui est arrivée du sud, avec HT1 et ses sujets ici, là, eh bien, elle s'est mise à envoyer ses émissaires prendre le contrôle de ces régions-là, entre 1700 et 1750. Pourquoi ils ont pris le contrôle de cette région-là? Parce qu'il n'y avait presque plus de zibeline en Yakoutie centrale. Il fallait donc prendre le contrôle de cette région-là pour pouvoir fournir de la zibeline aux Russes. Et maintenant, nous le savons depuis peu d'ailleurs, quand on fait les tests statistiques, c'est dans cette lignée et ces sujets-là qu'on retrouve les chamans. C'est-à-dire qu'on a effectivement beaucoup plus de sujets qui sont ligotés et autres dans une lignée. Donc, sans... bon, après, je vous épargne ça, la 1700, parce que l'histoire est terminée. Après, tout se mélange, je pense, plus de sang. Alors, qu'est-ce qu'on peut, si vous voulez, en déduire pour la synthèse globale? Mais ça qu'on peut en déduire pour la synthèse globale, c'est que les données génétiques et paléogénomiques, elles sont fantastiques. D'accord? Elles nous permettent de comprendre les données archéologiques. Mais contrairement, si vous n'avez pas les données archéologiques et si vous n'avez pas une réflexion sur l'échantillon, vous pouvez injecter ce que vous voulez dans la synthèse globale, ça ne servira à rien.
D'accord. Et actuellement, prenez les articles qui sortent effectivement en paléogénomique sur, par exemple, le peuplement de l'Europe. Quand on voit le peuplement de l'Europe au néolithique, ben, les gens disent, en fait, on trouve des choses qui sont fantastiques parce que toutes les populations ont disparu après et autres. Maintenant, les populations, elles n'ont pas disparu. C'est qu'il n'y a que certaines personnes qui étaient inhumées ou qu'on a retrouvées, etc. Et c'est ce qu'il faut tenir compte pour cette synthèse globale. Et je dirais que pour vous, qui êtes engagés dans des sciences plutôt d'ailleurs souvent dures, quoi, vous avez souvent une réflexion sur l'échantillon avant. Okay. En fait, la différence qu'il y a pour les gens qui font un élément qui est en relation avec les SHS, c'est ce qu'on vient de montrer, c'est que la réflexion sur l'échantillon, ben, on l'a après, quand on arrive à comprendre qu'effectivement on avait un échantillon qui était biaisé. Ils ont enterré les chefs et les chamans qui relevaient d'une même lignée, d'une même tribu, et les autres, ils les ont mis dans les arbres. Voilà, je vous remercie.